Bonjour Yacine, je t'appelle de Tunis, tu es à La Réunion. Yacine Affaf, chirurgien, 68 ans. Euh, Tu peux te présenter un peu? Oui, donc moi j'ai fait toute ma carrière à La Réunion. Il n'empêche que depuis mes premières années les dernières années d'internat, donc ma formation chirurgicale à peine finie, j'ai tout de suite souhaité faire des missions et j'ai fait pas mal de missions humanitaires auprès de Médecins sans frontières essentiellement, enfin ouais essentiellement. Et puis donc récemment, je me suis intéressé au CICR. Je voulais intervenir à Gaza depuis longtemps, mais auprès d'MSF, ça n'était pas possible, puisque MSF n'envoie pas de chirurgiens généraux, viscéraux à Gaza. Donc, je me suis tourné vers le CICR et donc, je dirais début juillet, pour une durée d'un mois, je suis allé faire donc ma première mission avec le CICR à Gaza, donc à l'hôpital de campagne de Gaza, à El Mawassi, avec le CICR. D'accord. Donc tu es arrivé quand et tu es resté jusqu'à quand à Gaza? Je suis resté un gros mois. Je suis resté du 4 juillet au 6 août, 7 août, où je suis reparti de Gaza pour Amman, puisqu'on passait par Amman. Donc, je suis resté un bon mois là-bas. Hmm. Euh, Explique-moi un peu comment ça marche quand le CICR décide de faire un hôpital de campagne. Il doit avoir le feu vert de qui? Alors, en fait, je ne sais pas trop comment il s'organise. Je suis sûr néanmoins, même si je n'ai pas eu les détails, de l'installation de cet hôpital sous tente, qui est un hôpital d'environ 6 à 8 tentes, qui font à peu près 60 lits de capacité. Mais c'est sûr qu'une installation d'un hôpital de campagne à Gaza passe obligatoirement par le feu vert des IDF, des forces de défense israéliennes, des militaires israéliens. Tout passe par leur feu vert et donc particulièrement, je pense, l'installation d'un hôpital, tout comme le feu vert pour les rotations de personnel, tout comme le feu vert pour l'importation de produits ou de matériel médical. Donc je pense que ça passe par leurs autorisations express. Voilà, mais j'en ai pas de détails précis. En matière de personnel, est-ce que tout le personnel vient de l'extérieur ou est-ce qu'il y a du personnel du Croissant Rouge palestinien aussi? Alors, il y a une moitié, sinon plus, de personnel qui travaille en partenariat avec nous, qui sont des médecins, des médicaux et des paramédicaux, médecins, infirmières, kinés, etc., qui sont des Palestiniens du ministère de la Santé, du MOH, donc qui travaillent avec nous. Nous, on est les gens expatriés venant avec le CICR. On était une vingtaine de médicaux et paramédicaux, donc c'est une assez grosse mission. Ouais. On était donc en partenariat avec, comme je le dis, des médecins et des infirmières, etc., palestiniens. Le Croissant Rouge, eux, ils interviennent, mais comme essentiellement, exclusivement, en tout cas pour nous, comme ambulanciers. C'est les ambulances du Croissant Rouge qui interviennent et qui nous amènent tous les blessés à chaque arrivée massive de blessés. C'est le Croissant Rouge qui officie sous forme d'ambulance et d'ambulanciers. Hmm. Donc, il y avait une section de chirurgie, une d'obstétrique. Qu'est-ce qu'il y avait comme département dans cet hôpital de campagne? Parce que Alors j'ai en vu des fait, photos de post-accouchement. oui, c'est vrai, dans cet hôpital de campagne, il y a une petite section de gynéco-obstétrique avec quelques accouchements, quelques césariennes. Ça n'a pas une grosse activité. Voilà, donc petit secteur de gynéco-obstétrique. Sinon, il n'y avait que 2 blocs opératoires et un secteur donc uniquement de chirurgie traumatique de guerre, de chirurgie générale, Hmm. avec 2 blocs opératoires sous tente
et 2 équipes avec donc 2 chirurgiens, 2 anesthésistes et les infirmières qui vont avec pour faire tourner 2 blocs. Il n'y avait pas de sous-spécialité, pas de neurochirurgie, pas de chirurgie vasculaire, pas d'urologie, que de la chirurgie en quelque sorte traumatique générale, rien de plus. Ouais. Toi, tu es spécialisé, tu es chirurgien spécialisé dans les tripes, les intestins viscérales. Ouais, moi je suis plutôt chirurgien viscéral, en effet. Heureusement que le deuxième chirurgien était un peu plus, je dirais, spécialisé en orthopédie et plus rodé aux fractures qui sont très très nombreuses, fractures ouvertes par balle, très très nombreuses. Ouais. Donc, je ne sais pas, raconte-nous une journée de travail, quoi. Oui, alors les journées sont très différentes les unes des autres. C'est-à-dire que moi, la première semaine, quand je suis arrivé là-bas, dès la première semaine, il y a eu des arrivées massives. Il y a eu 3 arrivées massives de blessés. Ça, c'est la part la plus, je dirais, la plus stressante, la plus, la plus dense de l'activité, de notre activité qu'on peut connaître que j'ai connue dans cet hôpital. Donc, 3 arrivées massives. La première semaine, ça veut dire une arrivée massive tous les 2 jours, avec donc les ambulances du Croissant-Rouge qui nous préviennent quelques dizaines de minutes avant, souvent, qui nous permettent de nous organiser, de nous installer. Tout le monde est assez rodé, bien rodé au sein du CICR, avec vraiment un accueil qui est rodé, entraîné. Les gens sont préalablement affectés. Il y a des infirmières à l'entrée de l'hôpital avec un anesthésiste qui assure le triage. Le triage, c'est vraiment l'opération majeure, l'opération clé qui permet de réussir l'accueil d'une arrivée massive de blessés. Ce triage qui va séparer les malades les plus graves, ceux qui ont le moins de chances de s'en sortir, vont hélas être laissés de côté. C'est un concept qui n'est pas sur le plan éthique pour nous, dans des hôpitaux civils, qui n'est pas très éthique, mais c'est le seul moyen d'arriver à avoir une efficacité réelle. On va trier les plus graves qui ont le moins de chances de s'en sortir et les mettre de côté. Ils vont être sédatés, perfusés, surveillés. Mais on va se concentrer sur ceux qui sont graves, mais qui ont quand même de bonnes chances de s'en sortir pour pouvoir avoir les meilleures chances de sauver le plus de malades en un temps le plus raccourci possible. Et ces cas sur lesquels on va se concentrer, les cas rouges, on va les marquer avec des badges, avec des couleurs ou avec des bracelets. C'est ceux-là que l'on va sélectionner. Donc sur les 20 ou 25 blessés qui sont arrivés lors la première arrivée massive, il y en a 5 ou 6 qui sont classés rouges et qu'il faut traiter très vite. Donc ils sont dirigés vers les urgences et ils sont managés, du sang est commandé, les radios sont faites, l'échographie est faite très rapidement. On n'a pas énormément de matériel, on a des appareils d'écho, on a de la radio standard, il n'y a pas de scanner, pas de choses autres que écho et radio standard. Et une fois qu'ils ont leur sang commandé, éventuellement qu'ils commencent à passer, que les radios sont faites, que le diagnostic est précisé au mieux, ces patients sont dirigés très vite avec un ordre de priorité, très vite au bloc. Donc il n'y a que 2 blocs, 2 équipes comme je disais, donc j'étais un des 2 chirurgiens. Et là, il faut aller très vite. C'est la seconde partie de notre activité, la partie essentielle, c'est-à-dire le bloc opératoire, la chirurgie elle-même. Et là, il faut aller très vite parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, il y a d'autres cas urgents qui attendent derrière. Donc, on ne peut pas prendre son temps. Il faut faire ce qu'on appelle du damage control, il faut sauver les meubles, il faut aller très vite. Si ça saigne beaucoup, il ne faut pas perdre trop de temps à essayer de sauver un membre. Il faut amputer très vite. Pour la laparotomie, les interventions sur les abdomens ou les thorax, là aussi, il faut aller très vite. Il faut aller à l'essentiel, quitte d'ailleurs à faire un deuxième look, une deuxième intervention de 24 ou 48 heures après pour faire les réparations définitives. Donc, ça, c'est le deuxième versant pour nous essentiel, c'est cette chirurgie
très rapide pour pouvoir écluser les 5, 6 ou 7 patients classés rouges dans les 2 salles d'op alternativement. Et puis voilà, donc ça c'est l'activité essentielle. Il faut aussi, dans le stress que représentent ces arrivées massives de blessés, il faut décrire les familles qui accompagnent les patients, qui sont vraiment, qui accompagnent soit à pied, soit en ambulance, soit en voiture, et qui arrivent avec les blessés. Les gardiens de l'hôpital, du CICR, essayent de les filtrer pour ne laisser passer qu'un seul membre de la famille par patient, par blessé, mais souvent, ces pauvres gardiens sont débordés et les familles enfoncent un peu, débordent ces gardes et hurlent leur souffrance. Et ça, sur le plan des situations, on est sous tente, rien n'est isolé, on entend tout ce qui se passe, que ce soit dans l'attente des urgences, dans l'attente d'hospitalisation ou l'attente du bloc opératoire. Et ces hurlements font partie du stress, ça rajoute au stress. C'est des situations que moi je trouve plutôt apocalyptiques. C'est de la chirurgie de guerre comme j'en avais pas vu dans aucune de mes missions précédentes. D'accord. J'ai une question. Il y a besoin de beaucoup de sang. Alors ça, c'est oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne le matériel et le sang et les médicaments, alors, on est limité, on est réduit, on est limité en ce qui concerne les médicaments, les antalgiques, dont certains antalgiques essentiels. Heureusement, sur le plan des produits anesthésiques, on avait ce qu'il fallait. Mais en ce qui concerne le sang, on est limité en quantité, en qualité, en quantité. Et la banque de sang, c'est une banque de sang minuscule. Chaque matin, la pharmacienne nous donnait l'état de la banque du sang et le nombre de flacons dont on pouvait avoir, qu'on avait à disponibilité, et c'était très, très limité. Donc, on est obligé de limiter les transfusions sanguines à des gens qui en ont souvent un besoin aigu, et donc ça compromet, chez certains, ça compromet beaucoup les résultats, et il y a une casse, il y a une mortalité père et post-opératoire qui est importante à cause de ces manques, à cause de ces lacunes, à cause de ces produits qu'on n'a pas en quantité suffisante. C'est évident. Ça fait partie du stress. Est-ce que ce sang vient de l'extérieur ou est-ce que il est prélevé localement? Alors, il vient je pense des deux. Il y a des prélèvements qui se font localement avec les accompagnants, avec la famille ou les accompagnants. Et il y a des campagnes, je pense, de prélèvement de sang qui sont faits autour de l'hôpital. Donc il y a les deux. Il y a des campagnes de prélèvement qui sont faites juste autour et il y a des prélèvements qui sont faits en cas de nécessité absolue. On essaie d'obtenir des donneurs compatibles dans les accompagnants ou dans la famille. Voilà, c'est un peu du bricolage et la banque de sang, elle est ridiculement faible en termes de produits sanguins. Donc ça, c'est une des grosses difficultés de l'exercice. Est-ce qu'il y a un équipement qui permet d'analyser le sang qu'on prélève Oui. Ouais. Oui, il est prélevé normalement selon les règles de l'art, avec tous les tests qui sont faits, HIV, etc., tous les tests infectieux et les tests de groupe et de sous-groupe. Oui, normalement, les tests sont faits et le labo a ce qu'il faut pour obtenir des prélèvements de sang, des flacons de sang qui sont compatibles et qui sont sécus. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un appui psychologique qui est instauré pour le personnel qui travaille dans ce genre d'hôpital de campagne? Alors, il y a le CICR, parmi les expatriés, il y a une psychologue. Une psychologue qui est là, elle n'est pas là, elle n'est pas destinée en priorité, elle n'est pas destinée au personnel, expat ou pas expat, de l'hôpital. Elle est destinée aux patients, aux blessés, pour essayer d'aider
ces pauvres blessés dans leur peine, dans leur souffrance, qui sont quelquefois monumentales, et elle est là pour les blessés. Bon, on peut néanmoins, si on est confronté à des situations traumatisantes, stressantes et traumatisantes, comme on peut être amené à être confronté à certaines situations localement, on peut s'adresser à cette psychologue pour ce coup-ci, pour notre équilibre à nous, personnel, expatriés. On peut, mais c'est essentiellement pour les blessés palestiniens qui arrivent dans cet hôpital. Une des On questions parlait que tout à l'heure des spécialités. On n'a donc pas de spécialité. On est des chirurgiens généraux, traumatiques, généraux. Et donc, quand on a besoin de spécialistes très pointus, comme par exemple la neurochirurgie, parfois la chirurgie vasculaire quand c'est des cas difficiles, on a des possibilités de les référer, de les transférer soit à l'hôpital Nasser, soit à l'hôpital El-Aqsa, surtout à l'hôpital Nasser, qui est le plus proche. On peut les transférer pour les cas de spécialités qui nous échappent, comme la neurochirurgie et d'autres spécialités. Mais on est obligé de s'occuper de tous les cas d'orthopédie et de viscérale qui arrivent à nous. On est obligé de s'occuper de tous ces cas, même si quelquefois c'est un petit peu en dehors de notre spécialité directe. Est-ce que vous avez pratiqué beaucoup d'amputations? Ah ouais, oui, 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 énormément, oui. Amputation du membre supérieur, du membre inférieur. Oui, hélas, il y en a beaucoup, beaucoup. Certains d'ailleurs seraient évités si on pouvait prendre le temps, si on était dans des hôpitaux civils et prendre le temps à tout faire pour sauver un membre, mais quand c'est un patient qui a perdu beaucoup de sang et que d'autres patients attendent derrière, hélas, il faut quelquefois parer au plus pressé pour arrêter l'hémorragie et pour ménager aussi les suivants, faire vite, et quelquefois il faut prendre la décision pour sauver le patient, d'amputer rapidement sans faire tous les gestes que l'on pourrait essayer de faire dans d'autres circonstances. Mais là, vu les circonstances de chirurgie de guerre et l'afflux massif de patients, quelquefois on est obligé d'avoir recours à des amputations et à les décider rapidement. Ouais. Cette expérience à Gaza, si tu la compares à tes autres expériences, que ce soit en Haïti, au Congo, quelle différence, quelle similarité tu peux évoquer? Je veux dire, moi je pensais être préparé, mais j'ai fait des missions au Yémen, j'ai fait des missions à Port-au-Prince en Haïti, au Congo, donc des missions où on a des blessures et des blessés qui ressemblent fortement à ceux que l'on recevait. Ce qui change énormément, enfin, en tout cas pour ma mission, et je pense pour pas mal de chirurgiens qui sont allés dans cette mission, c'est le nombre de blessés, le nombre d'arrivées, la densité, l'intensité et le nombre de blessés qui arrivent en même temps, que je n'ai jamais connu ni au Yémen, ni en Haïti. Je n'ai jamais connu d'arrivée aussi massive de blessés en aussi peu de temps, ce qui fait la difficulté de cette mission. Et donc, je dois dire que après les 3 arrivées massives dans la première semaine, c'est-à-dire que j'étais vraiment très, très secoué, très ébranlé. Heureusement, par la suite, les 3 semaines et demie qui ont suivi, la situation s'est calmée. C'était purement circonstanciel, hein, ça s'est calmé parce qu'il y a eu moins de bombardements dans le coin, ça n'était pas à proximité. Et donc la situation s'est calmée et donc j'ai pu souffler, même si les blessés ont continué à arriver, mais à un débit nettement moins important. Mais ces arrivées massives, je n'avais pas connu ça dans aucune des missions préalables, aucune des missions, aucune. Et donc c'est vraiment des situations d'une rare intensité, d'une rare violence. Ouais. Comment est-ce que les Gazaouis tiennent le coup psychiquement? Parce que d'après ce qu'on voit, ce qu'on peut comprendre, ils ont une résilience vraiment extraordinaire, quoi. Quand on voit les scènes,
on se demande soi-même si on était dans une telle situation, comment on réagirait, qu'est-ce qu'on ferait, quoi. Ouais, alors je pense en effet qu'il y a une résilience. Est-ce que c'est dû au nombre de conflits, au nombre de conflits qui ont précédé mais c'est vrai qu'il y a une énorme solidarité entre eux, une énorme solidarité et une résilience qui est purement miraculeuse, qui leur permet de tenir et de faire face. Il n'empêche que si l'ambiance et les témoignages qu'ils nous retournent, ces blessés, ces familles de blessés, c'est que si la frontière, si une des frontières, enfin il n'y en a pas deux, hein, si la frontière égyptienne s'ouvrait, les Gazaouis n'ont qu'un souhait, en tout cas tous ces pauvres blessés et leurs familles, qu'un souhait, c'est de s'échapper de cette nasse, de s'échapper de ce piège mortel et de partir au plus vite. Donc, c'est vrai que la résilience des gamins, mais ça, les gamins ont vraiment une capacité de résilience énorme, mais même les adultes, c'est vraiment proprement. J'ai été ébahi, j'ai été vraiment très. J'ai puisé dans leur force, moi, l'énergie nécessaire à continuer ma mission. J'ai vraiment puisé dans leur propre force. Cela dit, je pense que si, en effet, s'ils avaient une possibilité de s'échapper de cet enfer, ils se précipiteraient pour s'échapper. C'est vraiment ça une dominante, c'est-à-dire que moi j'ai passé qu'un mois là-bas. J'avais lu plein de choses avant, documenté comme plein de monde, mais cet effet de nasse, cet effet de, de, de bombardement et de blessures et de drames quotidiens, pluriquotidiens, et l'impossibilité de sortir de cette bande, de cette étroite bande de terre, ça donne un reflet à ce conflit qui est proprement apocalyptique, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité de s'échapper. Donc ça donne un relief encore plus dramatique à leur situation. Oui, c'est-à-dire que ça les oblige à développer leur saumaude, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et le personnel, en termes de personnel expatrié, etc., euh, est-ce que entre le personnel, il y a des modes d'appui mutuel psychologique? Est-ce que vous faites des séances de déballage, déballonnage, où un tel raconte quelque chose qui l'a vraiment secoué? Est-ce qu'il y a est-ce que ça se fait comme ça spontanément ou est-ce que c'est Oui, structuré? ouais, non, ça se fait. Il y a une entraide qui est essentielle entre tous les membres de l'équipe. Les gens se surveillent en quelque sorte. Quand quelqu'un se recroqueville dans son coin et s'isole, ce qui est difficile, hein, parce que 25 dans une maison, même si elle a 2 niveaux, 3 niveaux, c'est difficile de s'isoler. Mais les gens, en effet, se soutiennent mutuellement. Et de façon tout à fait spontanée, les gens vont rester à l'écoute des souffrances des uns des autres, surtout des récemment arrivés, de ceux qui écopent leurs premiers jours de mission et ne sont pas encore rodés. Donc il y a une solidarité et il y a une assistance qui se fait de façon spontanée. Et puis il y a aussi des débriefings, ça c'est la mission globale, la chef de mission ou les différents chefs de cette mission qui l'organisent après chaque arrivée massive de blessés, après chaque situation de stress particulière, il y a des débriefings. Ça peut paraître un peu quelquefois un peu soporifique, mais certains sont essentiels justement. Comme tu dis, ce déballage, il permet de restituer certaines des émotions ou des gros stress. Je me rappelle d'une situation particulière que j'ai trouvée, et là vraiment, il était vraiment essentiel de la débriefer. Il y a eu un matin, donc il y a eu comme ça à plusieurs reprises des bombardements ou des tirs proches. Donc il y a eu un matin à 5 heures du mat, et à chaque fois qu'il y avait donc quelque chose de très proche, un danger vraiment proche,
tout le monde déboulait des 2 étages pour arriver au rez-de-chaussée qui était le niveau plus sécu, avec des sacs de sable qui offraient une sécurité meilleure qu'aux étages. Et donc à ce moment-là, la procédure du CICR, il n'y a rien de secret là-dedans, c'est de contacter, il y a des contacts qui sont permanents entre les forces militaires israéliennes et la chef de l'hôpital, la référente de l'hôpital, qui est en relation et qui part aux nouvelles de façon à savoir quand est-ce que l'équipe peut, là c'était vraiment au petit matin, 5 heures du matin, des blessés sont arrivés dans le quart d'heure qui a suivi, mais tant qu'on n'avait pas le feu vert donc des militaires, eh bien, on est resté recroquevillé à l'abri. Ce qui était une situation particulièrement choquante parce que là aussi, dans une situation d'hôpital civil, même en cas de catastrophe, les gens ne restent pas à l'abri. Donc c'était une situation pour le moins unique d'être à l'abri et de rester, et on n'avait pas le choix, je veux dire, on nous intimait l'ordre de rester à l'abri tant qu'on n'avait pas le feu vert, qui heureusement est arrivé 20-25 minutes après, et on a pu se précipiter. Heureusement, les blessés étaient quand même managés par les urgentistes palestiniens qui étaient aux urgences. Il n'y a pas eu de décès, ces blessés-là ont survécu. Mais c'était une situation sur le plan, je dirais, émotionnel, sur le plan éthique, de rester calfeutré pendant une petite demi-heure en attendant d'avoir le feu vert pour aller s'occuper des blessés qui étaient là et qui nous attendaient. C'était une situation pour le moins inédite pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Et ça, il était essentiel de le débriefer parce que le souci, évidemment, du CICR, c'est de jongler, de faire quelquefois l'équilibriste entre protéger son équipe quand elle est trop menacée et s'occuper des blessés vitaux en urgence vitale qui arrivent. C'est quelquefois un exercice d'équilibriste qui n'est pas facile d'exercer. Donc ça, je n'étais pas le seul à en discuter et il était vital de débriefer une telle situation pour que l'équipe puisse en parler et que ceux qui nous dirigent au sein de l'équipe puissent nous amener leurs arguments, qu'on puisse en discuter pour que ça mette à plat les différentes émotions qui ne peuvent que poindre et surgir dans de telles situations. Pour ce qui est du personnel local du Croissant Rouge palestinien, si tu les compares avec le personnel local que tu as pu pratiquer au Yémen, au Congo, en Haïti, tu les mettrais où dans une échelle de 1 à 5, quoi? En termes de compétences? Oui, et bon. Ouais. En ce qui concerne le personnel médical et paramédical, alors ce n'était pas du Croissant Rouge, c'était du ministère de la Santé Gaza. Ouais. Le Croissant Rouge assurait les ambulances, comme je t'avais dit. Ouais. Et bon, ces ambulanciers étaient visiblement compétents, très rodés, très compétents. Et les urgentistes et les médecins qui nous secondaient, avec qui on travaillait en partenariat, urgentistes palestiniens, médecins, infirmières, étaient également, surtout pour les urgentistes, très compétents. Donc moi, je les mettrais 4 sur 5. C'était très compétent. Bon, en Haïti, les médecins sont également souvent assez compétents, mais c'était vraiment une échelle de compétences importantes par rapport aux autres missions. Ça, il faut vraiment le constater. Tu parlais de vos rapports, là, des transmissions de blessés aux hôpitaux locaux, l'hôpital Nasser, puis tu as parlé d'un autre hôpital. Ces hôpitaux fonctionnent toujours aujourd'hui ou ils sont... L'hôpital Nasser, lui, il fonctionne bien, heureusement, c'est vraiment l'un des derniers. El Aqsa aussi. Et c'est des hôpitaux qui, heureusement, pouvaient leur transférer les patients, les blessés
qui relevaient d'une spécialité qui nous échappait, comme la neurochirurgie ou d'autres spécialités, ou des gros fracas de la face et du crâne. Donc tout ça était transféré sans difficulté à Nasser. Par contre, si on avait des difficultés, par exemple pour un malade qui nécessitait de la réanimation, nous on n'avait pas de réanimation dans notre hôpital sous-Tente, on avait des lits qu'on pouvait assimiler un peu à des soins intensifs, mais ce n'était pas de la haute réa, ni même de la réa basique que l'on n'avait pas dans notre hôpital. Donc il y a eu à une ou deux reprises, occasions, il y a eu nécessité de transférer, et là c'est difficile, parce que l'hôpital Nasser, comme les autres hôpitaux en dur autour, sont débordés, proprement débordés, et donc les transferts sont difficiles. Quelquefois très difficile. On a failli ne pas pouvoir transférer un des patients qu'on avait soigné, qui nécessitait de la réanimation pour 48 heures. On a pu finalement trouver un service de réa médical qui acceptait de le prendre. Mais donc, les transferts n'étaient pas toujours faciles à cause du fait que ces hôpitaux sont absolument débordés. Et est-ce que ces hôpitaux peuvent, comme votre hôpital, se réapprovisionner à l'extérieur en demandant l'autorisation à l'armée israélienne? Comment ça se passe? Je ne sais pas comment l'hôpital Nasser s'approvisionne. Je ne sais pas comment les autres s'approvisionnent. Il semble que le CICR arrive à s'approvisionner avec, en tout cas, avec pas trop de difficultés. Je ne sais pas les autres, mais il y a une espèce de chaîne d'entraide dans tous les sens, hein, pas seulement entre le CICR et les autres hôpitaux, mais également les autres hôpitaux vers l'hôpital du CICR quand on manque de sang, par exemple, où on peut tirer la sonnette d'alarme. Et il y a une véritable chaîne d'entraide entre les différents hôpitaux, que ce soit les hôpitaux sous tente ou les hôpitaux en dur, puisqu'il y a d'autres hôpitaux sous tente, je crois jordaniens, je crois peut-être qataris, enfin qataris, je ne suis pas sûr, mais jordaniens, oui. Il y a d'autres hôpitaux d'hôpitaux de file d'hôpital, d'hôpitaux de campagne, sur le même plan que le nôtre, et il y a une chaîne d'entraide entre les différents hôpitaux pour s'approvisionner, qui en sang, qui en antalgique, qui en, quand ça manque pour l'un ou pour l'autre. Mais je ne sais pas du tout quelles sont les facilités d'approvisionnement pour les autres hôpitaux comme Nasser. Le CICR documente toutes ces activités. Quand tu as fini une mission, est-ce que tu écris un rapport ou ça se passe comment? Oui, après chaque mission, comme pour les autres ONG auxquelles j'ai participé avant, il y a un rapport de mission qui est centralisé au sein du CICR. Il y a un rapport qui est fait en effet après chaque mission. Voilà, je pense aussi qu'ils font il y a des témoignages, hein. Il n'y a pas longtemps, le chef de tout le CICR Gaza avait témoigné sur une courte vidéo sur l'activité, le type d'activité qui avait lieu dans l'hôpital à El Mawassi. Il y a en effet des rapports de chaque chirurgien, et il y a aussi des statistiques que les anesthésistes, que les infirmières de bloc sortent régulièrement pour donner le type d'activité, l'importance des actes que l'on fait, et le nombre de gestes chirurgicaux que l'on fait dans cet hôpital. Il y a en effet non seulement des stats qui sont sortis régulièrement, mais également des rapports de chacun des acteurs. Est-ce que le CICR peut mettre à disposition de, par exemple, la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, ce genre d'archives, ou est-ce que c'est contraire à leurs règles Ouais. de confidentialité? Je ne sais pas. Je pense que ça ne fait pas partie. Je pense que ça ne fait pas partie des règles de confidentialité. Je pense que le montant, le nombre de patients, l'importance des interventions pratiquées, leur fréquence, le nombre, donc l'activité qui est faite au sein des hôpitaux du CSR, je pense que ça peut être, enfin, je pense qu'ils le publient.
euh, dans la mesure où le chef, par exemple, du CICR Gaza faisait état sur une vidéo publique, hein, Ouais. du nombre impressionnant d'amputés, notamment chez les enfants, du nombre absolument effarant de blessures, tous plus graves les unes que les autres. Ça, je pense que ça ne fait pas partie des règles de confidentialité. Mm. D'autres choses, peut-être sur le plan politique, qui sont plus confidentielles, qui ne font pas partie de là. Mais là, le volume d'activité dans leurs hôpitaux, je pense que c'est quelque chose qui doit être transmis et qu'ils transmettent, à mon avis. Mm. Je suis à peu près convaincu. Bon. Donc, comme dirait l'autre, le bilan de ton expérience personnelle, c'est quoi? C'est que tu veux y retourner? Alors, ouais, le bilan, moi, il est très positif, hein, très positif. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à y retourner, je suis volontaire pour y retourner. Sur des durées d'un mois, je trouve que c'est un peu long parce que la densité d'activité est telle que c'est assez épuisant. Il y a d'autres missions, d'autres organismes comme Palmed qui interviennent sur des durées plus courtes auxquelles je suis volontaire. Moi, j'en retire un aspect et un bilan très positif, même si on travaillait dans des conditions difficiles, même si les résultats de cette chirurgie de guerre majeure avec nos moyens basiques de l'hôpital et inévitablement à donner des résultats avec une casse et une morbidité, une mortalité impressionnante post-opératoire ou péropératoire. Il n'empêche que pour moi, c'est un bilan très positif. Je suis volontaire pour y retourner. J'ai réussi à garder le contact avec plusieurs d'ailleurs des blessés, jeunes ou moins jeunes, dont je me suis occupé dans cet hôpital. Pour certains, pour essayer de les aider, notamment un jeune amputé d'une dizaine d'années, amputé de cuisse, que j'essaye, mais pour l'instant sans succès, j'essaye de lui obtenir, de trouver un moyen. Ça, c'est un des gros problèmes majeurs des Hmm. suites de ces blessures, c'est de trouver des prothèses. Et Ah. donc, je me suis tourné un peu vers la Croix-Rouge, je me suis tourné vers surtout MSF, je suis tourné pour essayer de voir. J'ai eu des conseils des cadres d'Aman, des cadres de MSF qui connaissent bien le problème. Et hélas, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de possibilité de fabriquer des prothèses pour l'instant. Il y a, paraît-il, la dernière info que j'ai eue, que j'ai obtenue de MSF, c'est qu'il y avait un programme émanant de Jordanie. Ça, c'est ponctuel, je crois, Ouais. pour mettre au point un programme de fabrication de prothèses à Gaza. Et donc voilà, donc je transmets l'info à ce petit, à son père. Je lui transmets des références de services au Caire, mais j'ai aucune possibilité de favoriser son transfert au Caire pour avoir des soins corrects et en tout cas une prothèse qui est essentielle pour ce gamin. Donc voilà, je suis en contact avec des gens, j'essaye de les aider comme je peux. Pour l'instant, ce n'est pas couronné de succès, mais je suis vraiment très, très empathique, comme jamais je n'ai été avec tous ces blessés que j'ai connus à Gaza. Et voilà, il y en a un petit groupe là que j'essaye d'aider comme je peux, en les conseillant Handicap, comme je peux. est-ce que handicap international, est-ce qu'ils ont un quelconque programme par rapport à la fabrication de prothèses et tout ça pour Gaza J'essaie de ou- me renseigner et je crois qu'Handicap, je ne suis pas sûr de ma réponse, mais MSF n'était pas sûr qu'Handicap International continuait d'intervenir à Gaza. MSF avait un programme, quant à lui, en projet, mais c'est seulement en projet de fabriquer des prothèses sur des imprimantes 3D, enfin un projet assez ambitieux, mais qui est seulement en projet. Handicap, je ne suis pas sûr qu'ils interviennent, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent travailler. Ouais, si tu m'entends, je disais donc que je ne sais pas, ça dépend des missions. Palmed, je ne sais pas. MSF, les gens ont tout est pris en charge et ils reçoivent un certain salaire de base ou une indemnité de travail volontaire en fonction de l'ancienneté auprès d'MSF.
Et enfin, le CICR, les gens reçoivent un salaire tout à fait correct de la part du CICR quand les gens partent en mission. Et tout est pris en charge. Tu m'as entendu là? Mais pour arriver, oui, 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 pour arriver à Gaza, pour aller travailler au CICR, est-ce que ton dossier est soumis à l'armée israélienne? Oh, je pense en effet qu'il y a une approbation de toutes les listes des gens, des rotations des gens, médecins, infirmiers, ou quelle que soit la responsabilité au sein de la mission. Toute, toute la liste est soumise en effet aux affaires militaires israéliennes et les passeports et les contrôles, tout est soumis au feu vert des militaires israéliens. Donc c'est soumis, le feu vert est soumis à l'accord non seulement des douaniers jordaniens ou l'entrée en Jordanie à Amman, mais également l'entrée à Gaza, puisque ça passe en plus par la Cisjordanie, par Israël, puis Gaza. Donc tout ça est soumis à l'approbation des Israéliens, c'est sûr. Et donc, bon, quand tu es volontaire, tu dois aller à Gaza, tu pars d'Amman, tu traverses la Cisjordanie, tu entres au point de passage d'Eretz, ou ça se passe comment? Bah, ça a été variable, hein. Quand c'était possible de passer par l'Égypte, ça passait par l'Égypte, puisqu'il n'y a plus de poste frontière accessible au Ouais. niveau de l'Égypte. Maintenant, en tout cas, pour, je crois aussi bien MSF, Palmed, CICR, ça passe par Amman. Et ensuite, les gens sont acheminés au travers de la Cisjordanie, puis un bout d'Israël, puis au niveau de Kerem Shalom, qui est l'un des deux points d'entrée, je pense, Kerem Shalom, au sud de la bande de Gaza. D'accord. Est-ce que, à ta connaissance, à Gaza, il y a un quelconque personnel médical israélien ou pas du tout? Ah, je crois pas, non, 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 je crois pas. Non, non. Non, il doit y avoir des antennes chirurgicales de médecins et de chirurgiens militaires israéliens, mais j'en sais rien du tout. Je ne sais pas Ah, quelle est leur organisation. Il n'y a pas de présence de personnel de santé à destiner la population gazaoui israélienne à Gaza. Non, ça c'est sûr. ouais. Il n'y a pas de Parce trace. qu'il y a un équivalent israélien du Croissant Rouge palestinien, qui je crois s'appelle Magen Adom ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ils n'interviennent pas du côté de Gaza. Ouais, ouais, Je pense, moi je n'ai vu que le Croissant Rouge, hein, ils n'interviennent pas à Gaza. Non. ouais, ouais. D'accord. Bon, donc qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes médecins, étudiants en médecine, infirmières, etc., de, de se porter volontaire pour ce genre de mission? Alors, moi je conseillerais en effet à des jeunes chirurgiens et des jeunes médecins de se porter volontaires à des missions auprès de ces différents organismes. Mais pour Gaza, je conseillerais la prudence et d'abord de s'essayer à d'autres missions de guerre, mais nettement moins intenses qu'à Gaza. Je pense d'ailleurs que le CICR, à mon avis, évite d'envoyer, ainsi que sans doute Médecins sans frontières, évite d'envoyer des trop jeunes des premières missions, en tout cas déconseiller à des premières missions d'aller à Gaza parce que c'est vraiment d'une intensité rare. Je crois qu'il vaut mieux faire ses armes, c'est le cas de le dire, dans d'autres types de missions moins intenses avant. Hum, D'accord. Bon, mais si tu as un dernier message Urbi et Orbi. Non, non, je pense qu'on a été assez complet sur les différents aspects de ma mission et les suites. Non, je crois qu'on a été assez complet. Merci, à Merci bientôt. à toi, merci beaucoup à toi et à bientôt, Euh, j'espère.